Il y a tout juste 40 ans, la Guinée était la première colonie française d'Afrique à accéder à l'indépendance totale. Les circonstances de cette indépendance soudaine et partiellement imprévue sont particulièrement étonnantes. Ce film français, fondé sur de longs témoignages des principaux protagonistes, en retrace le déroulement avec une grande précision. À l'origine, un mouvement nationaliste, le Rassemblement démocratique africain, est créé dans toute l'Afrique occidentale française avec l'appui des communistes français. Et il y a le syndicaliste Sékou Touré, leader incontesté en Guinée, l'un des territoires les plus riches en ressources, mais les moins colonisés de la région. À la différence de son chef l'ivoirien Houphouët-Boigny, Sékou Touré, qui conserve des liens forts avec la CGT qu'il a formée, refuse le ralliement aux institutions françaises qu'opèrent les autres chefs du RDA en 1950 grâce à l'habile politique de François Mitterrand. De même en 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, refuse-t-il, à l'instar du Parti communiste de Maurice Thorez, de voter oui au référendum et juge-t-il expédient d'exiger l'indépendance immédiate sans comprendre que de Gaulle, excédé par ses manières, va effectivement la lui donner, mais en abandonnant la Guinée à son sort pour faire un exemple à destination des autres territoires. Symbole d'une nouvelle Afrique libre, Sékou Touré se retrouve ainsi héros involontaire d'une lutte de libération au départ purement radiophonique. La suite, évoquée tout à la fin du film, est évidemment moins drôle. Commencé sur le mode comique, un pépone équatorial nargue le général de Gaulle avec son communisme municipal de brousse, la banlieue rouge sous Baobab va vite se transformer, avec ses staliniens chantants et joviaux, en goulag africain, avec son encadrement totalitaire, ses meurtres, l'exil de près d'un tiers de la population, la persécution des Peuls à la fin des années 70. La tragédie de la Guinée, l'un des États les plus pauvres du continent, était hélas au bout de cet épisode au départ burlesque. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le 25 août 58, en fin d'après-midi, l'homme qui parle s'appelle Sékou Touré. Son interlocuteur du jour, De Gaulle. C'est dans cette petite salle de l'Assemblée territoriale que leurs deux discours vont précipiter en quelques heures la fin de l'Afrique française. Ça se passe à Conakry, chef-lieu de la Guinée. Et cette année-là, une seule question traverse l'Empire, l'indépendance. De Gaulle a voulu aller lui-même exposer les bases de la future communauté française au peuple appelés à s'y associer. Laissant à M. Guy Mollet l'intérim de la présidence du Conseil, le chef du gouvernement s'est embarqué pour cette croisière de plus de 20 000 kilomètres qui le mènerait à Madagascar, au Moyen-Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Voyage long et fatigant, ponctué d'étapes rapides, mais placé sous le signe de la grande espérance que porte en elle la future Constitution. En 58, l'Afrique française ressemble à ça. Le Maroc et la Tunisie sont déjà indépendants. L'Algérie est en guerre. Les barricades ont emporté avec elles la 4e République. 3 mois après son retour aux affaires, De Gaulle entreprend une vaste tournée en Afrique noire pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Pour couper court aux velléités d'émancipation qui se font chaque jour plus pressantes, De Gaulle propose aux Africains d'adopter par référendum son projet de nouvelle communauté. Un bulletin oui signifie qu'on souhaite rester français encore quelque temps.
un bulletin non qu'on demande l'indépendance, la protection de la métropole ou le saut dans le vide. Presque tous les territoires s'apprêtent à voter oui. Eh bien, la communauté française, la voilà. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là et j'ai déconseillé fortement cet arrêt. Parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. 25 août, 8 h du matin. Sékou Touré est le seul leader à avoir choisi une tenue africaine pour accueillir De Gaulle. Il marque déjà sa différence. Pourtant, malgré l'inquiétude de la délégation française, ce jour-là, tout commence bien. La foule est rassemblée et elle acclame le cortège présidentiel. De Gaulle, c'est lui qui a pris l'initiative d'accepter que les territoires votent séparément, par oui ou par non. C'est-à-dire l'indépendance immédiate ou la communauté franco-africaine. C'est lui, personne ne l'a imposé. Partant de là, nous avons dit que nous allons organiser une mobilisation générale de toute la population pour qu'il reçoive un accueil comme il n'en a jamais vu. De l'aéroport Bafia, dont vous connaissez, jusqu'à côté de la présidence là-bas, le monde était serré comme ça. La haie était formée d'hommes de Conakry, de l'aéroport jusqu'à la ville de Conakry. Basiliso, De Gaulle a bien entendu ça. Mais pour lui, il croyait que Sili c'est lui. C'est pas lui. Sili c'est Sékou Touré, c'est l'éléphant. Oui, c'était pas lui, c'est l'éléphant. L'éléphant. Avant d'être le surnom de Sékou Touré, c'est l'emblème du RDA, le parti créé 12 ans plus tôt dans les territoires français d'Afrique noire. Juste après la guerre, quand syndicats et formations politiques sont enfin autorisés dans les colonies, les premiers responsables s'organisent pour revendiquer l'égalité des droits. En Guinée, un jeune commis au prix de revient prend une place prépondérante au sein du mouvement. Sékou Touré était un ancien agent des PTT qui était communiste et qui avait suivi les écoles de cadre de la CGT, je crois, d'abord à Viroflay et ensuite à Prague. Et il était tout à fait formé, initié. Il a commencé par rassembler ces gens. Et à partir des mécontentements, il était facile de créer une unité de revendication. Je ne sais pas comment Sékou Touré avait réussi, au cours d'une élection locale, à obtenir un poste de conseiller général. Mais alors que sa population qu'il contrôlait n'était pas comptée ni comptabilisée, car c'est des gens venant d'ailleurs. Lui avait conscience de posséder dans ce milieu une autorité véritable, et c'était réel. Mais il n'était pas reconnu, c'était un peu le malfrat qu'on écarte, le turbulent, le sommeur de pagaille, que les chefs négligeaient et que l'administration traitait assez sommairement. Il avait comme représentation politique légale un poste de conseiller général sur 50 et aucun des postes de député ou de sénateur.
De sorte qu'il lui était facile de se plaindre de cet état et que son mouvement s'implantant avec beaucoup de sens de l'organisation, beaucoup d'habileté, car ça, il savait faire. Il avait créé partout des cellules revendicatrices. Il est facile de rassembler, sur un mécontentement, il est toujours facile de rassembler les gens. Contrairement aux autres responsables du RDA, Sékou Touré s'est arrêté au certificat d'études. Pour s'imposer, il n'a pas le choix. Ce sera le syndicalisme et la défense du prolétariat. Pendant des années, il arpente le pays en tous sens, de meeting en manifestation, de grève en assemblée générale. Sékou Touré a mis tout le monde en grève pour défendre le code du travail, pour faire sortir le code du travail. Travail égal, salaire égal. Alors là, tous les travailleurs, ma foi, nous nous étions des crières publiques. À l'époque, on n'a pas les moyens de micro et autres là, ou de radio, non. Vous sortez dans la rue, tous les travailleurs sont convoqués aujourd'hui au cinéma Rialto. Tous les travailleurs en grève sont demandés par le secrétaire général Sékou Touré au cinéma Rialto. Et de là-bas, c'est plein bombé à claquer, la route est barrée et personne ne passe. Personne n'osera passer. Mais quand Sékou Touré bouge de l'hôtel du Niger, il est dans la main jusqu'à dans la salle. Dans la main des gens en l'air. Jusqu'à dans la salle de conférence. Et quand il rentre, quand il n'y a rien, le gouvernement général n'a rien dit, il dit la grève continue. Parce que ça doit continuer. C'est là que nous avons poussé la grève jusqu'à 112 jours. Oui. 2 mois, 10 jours bien sonnés. Conakry accueille aujourd'hui le général de Gaulle, encore mieux si c'est possible que Brazzaville ou Abidjan, mais avec des torrents d'eau à l'arrivée à l'aérodrome. L'enthousiasme vraisemblable dont seule la population africaine est capable atteint aujourd'hui son paroxysme, mais un paroxysme raisonnable. Partout sur l'aérodrome, le long de la route qu'emprunte le cortège, ce n'est que cris, danses, rythmés par le tam-tam et le xylophone en bois, et partout le chant du RDA que vous entendez en ce moment en bruit de fond, le parti politique RDA qui est le plus grand et qui est le plus fort en Guinée. Le 25 août au matin, Sékou Touré n'a pas convoqué la foule pour le seul plaisir de se faire applaudir. Ce qu'il signifie déjà, c'est que tout le pays est derrière lui. Il dispute la légitimité populaire au chef de l'État français. Avant d'arriver à l'Assemblée territoriale, le général de Gaulle a un entretien bref avec Sékou Touré, en tête-à-tête, à la résidence du gouverneur. Et pendant ce temps-là, le ministre et moi, nous lisons le discours que va faire Sékou Touré et que le gouverneur Maubernat nous communique. J'étais d'ailleurs de très mauvaise humeur vis-à-vis de Maubernat parce que j'aurais dû recevoir ce discours, au moins par téléphone ou par télégramme, la veille ou l'avant-veille, pour pouvoir éventuellement demander des corrections, et en tout cas pour le communiquer au général de Gaulle, pour qu'il sache à quel discours il répondrait. Or, Maubernat s'est mal débrouillé, j'étais un mauvais gouverneur d'ailleurs, Maubernat s'est mal débrouillé, et il n'a le discours de Sékou Touré que depuis le matin même. Et c'est ce discours que Maubernat communique Bernard Cornut-Gentille, le ministre de la France d'Outre-mer, et moi, pendant que le général de Gaulle est en train de parler avec Sékou Touré dans le bureau du gouverneur. Donc, je parcours ce discours, je dirais en diagonale, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, et Bernard Cornut-Gentille a la même technique que moi, il lit très vite ce discours. Nous avons la même... nous retirons de notre lecture la même impression, c'est que ce n'est pas un bon discours, mais que ce n'est pas un discours désastreux non plus.
Sékou Touré ressort ses formules habituelles, mais il n'y a dans ce discours que des, disons, que des points d'accrochage et non pas des choses inacceptables. Le discours a été rédigé par une commission. Une commission dont Sékou Touré même était membre. Vous comprenez? Les idées venaient et on les cochait et au fur et à mesure, après on a repris l'ensemble et on a procédé à des corrections. C'est pas Sékou qui a écrit. Il ne s'est pas enfermé pour écrire le discours. Le discours a été rédigé par une commission. Et même pour les congrès intérieurs, congrès du parti, c'était le même principe. Son discours de politique générale qu'il faisait, il le répartissait entre nous tous. Nous lisions, chacun apportait ses corrections, les lui renvoyait. Il avait une mémoire d'éléphant. Les lui renvoyait et il convoquait une réunion et on discutait pour avoir la mouture définitive. C'est ça que nous étions toujours d'accord sur l'ensemble des sujets traités et aucun de nous ne pouvait se vanter, se prévaloir tout au moins de dire que c'est lui qui a rédigé le discours. Non, ça n'existait pas. Nous le considérions comme un symbole. C'est-à-dire qu'il était le leader. Cela ne signifiait pas qu'il était le plus instruit. Mais il se trouve que de par son cheminement, c'est lui que les populations connaissaient le plus. Et comme c'était un très bon tribun, nous le considérons comme un symbole. Nous arrivons à l'Assemblée territoriale où il y a naturellement tous les conseillers, où il y a un grand nombre de fonctionnaires qui ont été invités par Sékou Touré et autour de l'Assemblée, une grande foule qui a été rassemblée par Sékou Touré pour écouter le discours parce que Sékou Touré s'est arrangé pour faire une sonorisation à l'extérieur, c'est-à-dire que son discours, qui est normalement un discours de style parlementaire, c'est-à-dire qu'il devrait s'adresser à l'intérieur de l'Assemblée, au général de Gaulle et aux membres de l'Assemblée qui sont là. Ce discours devient un discours public, puisque il y a des haut-parleurs partout, à l'extérieur, tournés vers la foule que Sékou Touré a rassemblée. Nous avons préconisé d'ailleurs de venir en tenue africaine, tenue locale. Moi, j'étais l'un des rares à être en costume ce jour-là. Mais les Kouramouo Doumbouya, beaucoup d'autres étaient venus en grand boubou, avec même des chapeaux de paille, un vrai paysan. De telle sorte qu'il était difficile de reconnaître qui a été conseiller tout le temps, qui ne l'est pas. C'était en quelque sorte pour dire à De Gaulle, non seulement il y a des fonctionnaires qui sont d'accord, mais il y a aussi des paysans parmi nous qui sont d'accord. Il y a aussi des chefs traditionnels qui sont d'accord, puisqu'on s'est habillé de telle sorte qu'on ne pouvait pas dire qui n'est pas chef, qui n'est pas fonctionnaire, qui est paysan. Tout le peuple était mobilisé, motivé. Des hommes, des délégués sont venus de partout. Tous les responsables politiques à travers le pays étaient là. Tous les chefs de canton sont venus aussi. Tous les colons qui étaient dans ce pays étaient là. Planteurs, commerçants, tout le monde était là et il fallait écouter les deux hommes. L'atmosphère n'était pas une atmosphère de guerre. Hein. Non, ce n'est pas la guerre. Mais quand De Gaulle entre à l'Assemblée territoriale, le piège est prêt à fonctionner. Et là, Sékou Touré se met à lire son discours sur un ton extrêmement agressif. C'est-à-dire qu'il passe en douceur, si je peux dire, la plupart des passages, et
il se met à crier, même je dirais à hurler, sur les passages agressifs. Ce qui donne immédiatement au discours une tonalité très différente du texte écrit. En d'autres termes, le discours de Sékou Touré se transforme premièrement en discours public, alors que ça ne devait pas être ça du tout, et deuxièmement, je dirais en manifestation, car il y a une véritable manifestation qui s'organise, qui est organisée par Sékou Touré autour de l'Assemblée. Il est clair que dès lors, le climat psychologique est complètement transformé. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, tout contraire imposé et subi, dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Au milieu de ce tonnerre d'applaudissements, quelque chose accroche l'oreille, comme un retard à l'allumage. Et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté... C'est tout le contraire d'un retard. Quelqu'un a applaudi avant. Nous nous sommes organisés. Moi, j'étais à un bout. J'étais d'abord d'un côté et d'autres étaient de l'autre. Et je donnais chaque fois le ton. Ce n'est pas ça qu'il fallait applaudir frénétiquement. Il fallait le faire, ou il fallait dire bravo, vive l'indépendance, vive l'honneur. Nous avons tellement applaudi, nous avons tellement approuvé le rapport sur toute la ligne que De Gaulle s'est levé, il a répondu et il a dit ce qu'il pouvait dire. Nous voyons à chaque pas que nous prenons pied sur cette terre de Guinée quelles sont les réalisations que l'œuvre commune a déjà accomplies. Et quand nous entendons les présidents de l'Assemblée et du Conseil de gouvernement de la Guinée, nous voyons bien apercevoir aussi ce que la culture, l'influence, les doctrines, la passion française a pu faire pour contribuer à révéler la qualité d'homme qui en avait naturellement. En clair, si vous êtes ce que vous êtes, si vous êtes là où vous êtes, c'est grâce à la France, grâce à son histoire et à sa culture. Effectivement, la France a contribué à l'accomplissement intellectuel et politique de Sékou Touré et ses amis, mais pas tout à fait comme De Gaulle l'entend. Moi, j'ai étudié beaucoup les écrits de Maurice Thorez, le communiste français. Ouais. Avec il y avait Maurice Thorez, il y avait Jacques Duclos. Non, pas Jacques. Jacques Duclos. Jacques Duclos. Je lisais beaucoup leurs livres là. Ouais. Maurice Thorez et Jacques Duclos. Je lisais beaucoup leurs livres. Beaucoup. Lorsque je travaillais chez Niger français. Je lisais beaucoup ce livre-là. Alors quand j'ai fini d'assimiler ça, vraiment j'étais bon dans tous les côtés. Ouais. C'est toujours la même chose. L'école française et le communisme français. Juste après la guerre, des groupes d'études communistes ont essaimé un peu partout en Afrique noire pour diffuser la doctrine du parti. Des petites cellules animées par des Français de métropole et qui enseignaient stratégie et tactique. Sékou Touré et des centaines de militants africains ont appris la pensée marxiste-léniniste grâce à des cours
des brochures polycopiées, des exercices pratiques. Ah, ça m'a permis d'abord d'être politique, d'avoir une visée claire, d'avoir une visée claire, d'avoir une arme efficace de lutte et d'être surtout engagé et déterminé. Ça m'a permis d'avoir une certaine formation. Et je peux aujourd'hui me battre dans tous les milieux, sans embâche. Et ça m'a permis d'avoir le flair politique. Non, ça a été d'un apport très efficace. Ces leçons sont rapidement mises à profit pour structurer le RDA en Guinée. Comité des femmes, comité des jeunes, comité de quartier, personne n'échappe au parti. Dès qu'il y avait un meeting au Rialto ou bien au Vox, immédiatement après le meeting, c'est moi qui faisais l'article que je publiais dans le journal, qui était soit Liberté, avant Liberté, coup de bambou. Et d'un côté, il y avait l'ouvrier aussi, c'est le journal des travailleurs. Donc nous étions au four et au moulin. Nous étions syndicalistes, responsables syndicalistes, et nous avions le langage syndicaliste quand il le fallait. Et sur le plan politique aussi, nous étions les responsables politiques et nous tenions le langage politique approprié qu'il fallait. Et nous sommes à la base. Donc, quand il faut rassembler les gens, je prends mon sifflet et je sors. Quand je siffle seulement, tout le monde est à l'écoute. Tout le monde est à l'écoute. Quand je siffle seulement, tout le monde est à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, nous avons un meeting. À telle heure, tous les militants sont conviés à assister à ce meeting. Je passe. Donc, moi, j'ai fini là-bas. Alors, du reste, maintenant, c'est pas moi qui dis ça, mais à la minute, dans 5 minutes après, tout le quartier est au courant. Tellement on avait une communication facile. Très, très facile. Très facile. C'est pour cette raison, quand vous me posez des questions, je vous dirai que ça n'a pas passé à mon insu. C'est passé en ma présence. Les autorités coloniales n'ont pas tardé à percevoir le danger. Plus le RDA s'organise, plus la répression s'intensifie. Les communistes français sont renvoyés en métropole, de nombreux militants guinéens sont arrêtés, l'activité politique est surveillée. En 1954, lors d'une législative anticipée, des manipulations électorales privent Sékou Touré d'un siège de député à l'Assemblée nationale française. À l'époque, les 85% des électeurs étaient illettrés. Et il arrivait que les chefs de canton alignaient les gens et leur donnaient des bulletins de vote. Au vu et au su de tout le monde. Il y a toujours eu des trucages. Il y a eu des trucages avant ces élections-là et après. Nous avons été truqués, mais nous n'avions pas été battus légalement. Nous avions été trichés et nous avons exploité à fond ce comportement du colon à notre égard. Et comme en général le faible est très sensible à l'injustice, ça nous a aidés à mobiliser nos masses. Il y avait même un journaliste français ici, Maurice Voisin, qui a dit un Sékou Touré triché, un Sékou Touré battu arbitrairement est plus méchant que Sékou Touré battu légalement. Il a mis ça dans son journal. Alors Sékou Touré battu illégalement, c'est à la gare d'Ixine qu'il a été reçu. Je vais vous dire que une voiture Peugeot n'a pas eu ses quatre roues par terre. Ça a été pris dans la main des gens jusqu'à Conakry. La gare d'Ixine jusqu'à Conakry. Les femmes ont abandonné leur cuisine pour suivre le cortège jusqu'à Conakry. Et battu, c'est que tout est battu. Défait par les urnes, le RDA déplace la lutte sur un autre terrain. C'est désormais dans la rue qu'il affronte le BAG, le parti rival et minoritaire que l'administration coloniale vient pourtant de faire élire. Bilan, 60 morts, 500 blessés.
nous avions raison parce que nous constituions la majorité. Et lorsque la minorité ne veut pas se soumettre, il faut passer par les moyens qu'il faut utiliser pour la soumettre. C'est ainsi que nous avons frappé dur et ça a payé. Parce que nous, on peut dire les gauchistes, nous étions pour la concrétisation du rôle de la violence dans l'histoire. Quand vous écoutez par exemple un ancien dirigeant du BAG, vous direz que nous étions pour la force, on cassait, on brûlait, on tuait, etc. Or, nous avons appris dans l'ABC de la politique que la violence a un rôle déterminant dans l'histoire du parti. De mouvement politique, nous sommes devenus parti politique. Et là, les formes de lutte étaient plus concrètes, étaient plus éteignantes, étaient plus radicales que dans le mouvement. Le mouvement, c'est un ensemble. On tient compte de toutes les opinions possibles. Mais quand ça devient un parti, en ce moment, les formes de lutte changent et les méthodes de lutte changent. Tous avaient eu peur, finalement. Ils ont eu peur parce que le RDA s'est levé avec force et il a frappé avec force. Alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et le parti était devenu très fort parce que tous ont cherché l'adhésion du parti. Ils venaient, malgré eux, parfois nous surprendre et se mettre à notre disposition au niveau des bureaux des comités, des villages, des comités des quartiers, des comités des cantons. Ils venaient demander pardon et faire amende honorable et prêter serment comme quoi ils ne se livreraient plus à des provocations. Alors, on acceptait ce pardon et avant de les laisser sortir, on leur rasait la tête. À chacun, on leur rasait proprement la tête et on les libérait. C'est ainsi que, finalement, le pays a retrouvé le calme. L'opposition écrasée, la marche en avant se poursuit sous l'œil désormais impuissant de l'administration coloniale. En un an, Sékou Touré conquiert un siège de député au Palais Bourbon, la mairie de Conakry, et le RDA rafle 57 des 60 sièges à l'Assemblée territoriale. Enfin, le parti bénéficie d'une circonstance favorable. On est en 56 et la loi cadre Gaston Defferre vient d'accorder l'autonomie interne au territoire d'Afrique noire. Dien Bien Phu vient d'être vécu par la France. L'Algérie vient de déclarer la guerre d'indépendance. Le Maroc vient de prendre son indépendance. La Tunisie aussi, en 1956. Imnobé de l'Union camerounaise vient de décider de prendre le maquis contre l'autorité française au Cameroun. Alors, avec ce bouillonnement-là, Gaston Defferre s'est dit, il faut maintenant qu'on prenne le devant. Il faut lâcher un peu du lest. Il faut responsabiliser sous surveillance n'est-ce pas, les élus, les cadres africains chez eux. On va leur confier, eux aussi, la gestion des affaires de leur localité. Mais bien sûr, toujours dans le système strictement français. Bon, mais en leur confiant ces responsabilités-là, dans la gestion des affaires, de leurs affaires, la gestion de leurs affaires sur le territoire, on va les occuper. Et aussi, ils vont se bouffer le nez
Ah, ils vont se dire, bon, quelqu'un se dira, bon, c'est moi qui dois être là. Un autre aussi dira, tu vois, ainsi, la France va se porter arbitre. Au moins entre eux, pendant ce temps, quand même, la France gagne du temps pour faire face aux grands problèmes. Mais en Guinée, le parti est plus efficace qu'ailleurs. Il met immédiatement à profit cette opportunité pour contrôler le dernier maillon qui lui manque encore, l'appareil administratif. Secrétaire général de la section, j'avais les mêmes attributions politiques et administratives sur mes militants que le commandant de cercle. Mais nous, cette attribution était collégiale. Par exemple, il y avait un comité directeur de 17 membres. Un secrétaire général, un secrétaire politique comme lui, les secrétaires politiques aujourd'hui du PDG-RDA, un secrétaire administratif de ceci et de cela, secrétaire à l'économie, secrétaire à la propagande, secrétaire à l'organisation, secrétaire à la discipline. Alors, cette organisation était tellement bien charpentée que lorsque on envoyait la commission dans un village qui est situé à 60, 70, 80 km du chef-lieu du cercle, pour dire il y a une délégation du parti qui arrive tel jour, on était mieux reçu que le commandant de cercle. L'administrateur colonial n'avait plus la même mise sur les masses populaires. Il était coupé. Donc ces mots d'ordre ne passaient plus, c'était les nôtres qui passaient. Et cela a été d'un facteur très positif dans notre prise de position en faveur du non du 28 septembre. Parce que toutes les conditions objectives et subjectives étaient réunies. Les dispositions de la loi 4 progressiste, nous avons exploité au maximum, nous l'avons bidé, il ne restait plus rien et il faut continuer à marcher. Nous ne savions plus où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc trouver quelque chose. Il faut prendre l'indépendance qui va nous permettre de contrôler la monnaie, la justice, l'enseignement supérieur et les télécommunications, etc., etc. C'est ce qui nous a amenés obligatoirement à prendre l'indépendance. Voilà le but de la journée du 25 août, de la bonne réception à l'aéroport et de la mise en scène à l'Assemblée territoriale. Encadrés par le parti, tous les Guinéens sont venus pour dire non à De Gaulle, non à son projet de communauté, non à son ultime tentative pour retarder l'indépendance totale. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. Je dis ici plus haut encore qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. On était un peu déboussolés. C'est-à-dire que nous ne pensions pas que sa réaction serait aussi spontanée. Il faut le dire franchement, nous étions un peu étonnés, surpris. Surtout qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues pour la soirée, il a fait tout supprimer, etc. Donc, nous pensions qu'il allait comprendre que c'est lui qui a posé le problème. Nous avons répondu à son problème. Maintenant, c'est l'ambiance peut-être qu'il n'a pas admis cela.
alors qu'il avait été bien reçu toute la soirée, depuis l'aéroport Messiaen jusqu'à Conakry, qu'on vient lui tenir un langage comme ça, il faut connaître son caractère aussi. C'est un chef militaire auquel on obéissait toujours et qui, pour une fois, trouve en face de lui une personne qui dit non. Je ne dirais pas qu'il est en colère, mais il a été blessé. Il a considéré qu'il était l'objet d'une sorte d'injure de la part de Sékou Touré et que par conséquent, il doit répondre d'une façon extrêmement ferme et catégorique. C'est ce qui se passe. Donc Sékou Touré reçoit la réplique du général de Gaulle en pleine figure. Il est vraisemblable qu'il ne s'attendait pas, lui non plus, à une réplique comme celle-là. Oh, nous avons fait ça sciemment, parce que nous semblions déjà les sentiments d'orgueil de De Gaulle. Nous avons exploité ce sentiment d'orgueil. Il y avait deux personnalités en présence, Sékou Touré, qui a la dignité à fleur de peau, et De Gaulle aussi qui a les mêmes sentiments. De Gaulle est patriote, Sékou Touré aussi l'était. Nous avons rédigé le discours exprès pour pousser à De Gaulle à prendre une position sur laquelle il ne reviendrait pas. Et nous avons atteint cet objectif. Le mot, vous pouvez voter, vous pouvez prendre l'indépendance le 28 septembre en votant non, a été plus applaudi que le discours du président Sékou Touré. Voyez-vous? Et j'étais à côté des colons qui, en désespoir de colons, disaient oui, voilà, c'est comme ça qu'un homme doit parler, parlant de De Gaulle. Ils l'ont dit, c'est vrai. Et vous, vous étiez dans la salle? Non. Nous n'étions pas dans la salle. Ils étaient dans les masses la pour sécurité, savoir ce que nous pensions et ce que nous faisions. la rumeur, les renseignements. Je vous dis, ça, c'est pas dans la salle. Leur travail, c'est dans les masses. Écoutez, être tout œil, tout oreille. Il fallait suivre tous les mouvements à l'époque. Mais la cause était déjà perdue, ça c'est vrai. Et les colons le savaient. Ah bah. Ce jour-là, c'est un mot d'ordre. Ouessataoui, notre convention. Ouessataoui en Soussou, c'est notre convention. Dans tous les bureaux de vote. Ouessataoui. Notre convention, c'est de prendre non et laisser oui. C'est là. Mais c'était calme. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de mouvement, rien. Chacun partait voter tranquillement et rentrait chez lui. Rien. Il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien. On dirait qu'on partait au marché. On va, on paye, on revient, c'est tout. Ah ouais. Il y avait le bulletin non ici, le bulletin oui. Et publiquement, il y en a même qui ne prenaient même pas la peine de prendre les deux bulletins pour aller dans les... Non, ils ont dit, bon, écoutez, comme c'est ça là qui fait l'indépendance, ils prennent le bulletin, carrément, ils mettent là-dedans. Voilà. Tout le reste de l'Afrique occidentale et toute l'Afrique équatoriale vote oui. C'est-à-dire que la Guinée se trouve toute seule
ayant voté non. Et alors, dès le lendemain matin, la Guinée devient indépendante. Le général de Gaulle dit qu'elle a fait sécession. C'est une sécession qui aboutit à l'indépendance pure et simple. Et l'application se fait très très vite. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, sur Violaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission, c'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations que je lui indique. Et cela se fait très très vite. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Même les cadres français qui étaient là au poste de télécommunication sont partis avec tous les schémas. Donc nous nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, ceux à l'énergie c'était pareil, etc., etc. Des archives enlevées. À l'époque, j'avais une caméra derrière moi, de mon bureau. J'habitais à côté du... J'avais mon bureau juste à côté du palais du gouverneur. Bon, ben, j'avais filmé des agents qui cassaient la vaisselle dans la cour du palais du gouverneur. La Guinée a quitté le giron français contre l'avis de ses voisins, le Sénégal de Senghor et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. La brèche est ouverte. Quand nous avons voté non, nous avons été admis à l'ONU. À partir de l'ONU, nous avons mené beaucoup d'actions. Et les autres cadres du RDA, dont Houphouët lui-même, étaient très gênés. Quand nous nous rencontrions à New York ou alors à Astoria, par exemple, où on le mettait de côté pour que le chef d'État Sékou Touré passe. C'est ainsi d'ailleurs que Houphouët a été le premier à dire à De Gaulle vraiment que la communauté est dépassée. Parce que nous, on commençait à avoir des relations un peu partout, que ce soit à l'Est, que ce soit dans les pays africains. Et quand ils venaient, quand nous avions envoyé déjà des stagiaires comme pilotes et autres, alors quand ils voyaient des avions pilotés par des nègres, c'est le cas de dire, ça faisait quelque chose. Et du point de vue information, radio, eh bien, dans les langues nationales, nous y allions. C'est ce que la population... C'était intenable. On ne pouvait pas... Aucun chef d'État ne pouvait... Chef de gouvernement de l'époque ne pouvait contourner l'indépendance totale. Foccart a essayé de monter une opération pour renverser Sékou Touré dans le courant de l'année 1959-60. Et c'est après l'indépendance de la Guinée que Foccart
et les services secrets français ont commencé à monter ce coup qui a été un ratage complet. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Il n'y a pas eu de tentative réelle. Il y a eu une préparation, mais une préparation qui n'a pas abouti à une tentative de coup d'État. Quel était le but précis de l'opération? Ah ben, dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. L'ambition de la Guinée était d'être le champion de l'indépendance de l'Afrique. Nous avons dit et nous avons répété. Nous avons dit, tant qu'il reste un morceau, un terrain africain dans les mains d'un colonisateur, la Guinée n'est pas libre. Notre option, c'était ça. C'est pour cette raison que nous avons dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Ouais. La Guinée a conquis son indépendance grâce à l'appareil du parti. Et la logique de cette machine de guerre va jusqu'à son terme. Le quadrillage systématique du pays se renforce, arrestations et exécutions se multiplient. Au sommet de l'État, Sékou Touré devient le responsable suprême de la révolution. Samedi,